L'armée peut s'adapter efficacement face à des attaques simultanées sur des fronts très éloignés, Gao, Sévaré, Kidal. Non, mais vous savez que le territoire malien est un grand territoire et qui est difficilement donc contrôlable et qui est difficile à surveiller par l'armée, mais quand même l'État a, en tout cas l'État a tous les pouvoirs, l'État a les moyens donc de pouvoir faire ce travail-là. Parce que ce n'est pas comme le Togo où voilà, on n'a que 56 600 km² et c'est 10 fois le Togo pratiquement. Donc, et c'est difficile à contrôler. Et puis, les communautés sont diverses et multiformes. Et il y a aussi donc, voilà, des velléités sécessionnistes parce que n'oubliez pas que cette attaque, il y a en même temps le mouvement de l'Azawad et qui est... Le Front de libération de l'Azawad. Le Front de libération de l'Azawad avec le GNIM qui se sont donc mis ensemble. Et la dernière fois, je parlais de, voilà, d'un mariage incestueux parce que il est donc bizarre de voir un front de libération qui a des visées plus ou moins, que je qualifierais de plus ou moins légitimes, donc se mettre ensemble avec des groupes qui ont une ambition donc terroriste, dont leur ambition... Illégitime donc. Illégitime bien sûr, parce qu'on ne peut jamais donc cautionner des mouvements terroristes, des mouvements djihadistes comme légitimes. Vous savez, je reviens donc à une question que vous avez posée sur le positionnement stratégique de cette ville d'Anéfis, en vous disant que donc Anéfis, d'abord ça constitue un carrefour important entre Gao, entre Kidal et les axes commerciaux. Plusieurs routes sont utilisées par donc, des groupes armés dans cette région et celui qui a le contrôle d'Anéfis a le contrôle d'une grande partie du Grand Nord, donc du Mali, et pourra facilement, donc on l'a déjà dit, viser la capitale qui est Bamako. Mais au-delà de ça aussi... Est-ce qu'au-delà de cet aspect territorial, cette guerre peut être aussi économique? Elle est d'abord économique, elle est territoriale et elle est informationnelle parce que vous en avez parlé, mon confrère a dit de communication, oui, et donc les deux vont de pair. C'est une guerre informationnelle parce que vous voyez aujourd'hui, quand les djihadistes portent un coup aux FAMA, aux militaires maliens, ils le font avec des instruments de propagande. Ils vont avec des caméras, avec, donc pour filmer, c'est comme du Hollywood. Ils font même du direct en attaquant les soldats maliens. Vous parfois suivez ça en direct, d'accord? Donc, et ça, c'est pour avoir donc un impact beaucoup psychologique sur l'armée. Parce qu'en montrant donc, leur opération, ils montrent en même temps qu'ils sont en train de prendre le dessus sur une armée donc, légalement constituée qui est la représentation du Mali et du pouvoir en place. Donc, quand vous voyez que l'État ou les FAMA ont vite compris cela et il faut donc répliquer avec la même propagande. Il ne faut pas oublier que dans chaque conflit, celui qui gagne le plus les conflits, ce n'est ni les deux belligérants, c'est-à-dire l'armée ou les djihadistes. C'est d'abord la propagande. Dans chaque guerre, c'est la propagande, c'est les fake news, c'est les informations erronées ou donc trafigurées et traficotées qui gagnent le plus. Parce que celui qui contrôle l'information contrôle une partie donc, du territoire et de la victoire. Parce que ça aussi, ça joue. Donc, Olivier, pour s'adapter efficacement sur tout son territoire, que doit faire l'armée malienne? Est-ce qu'elle doit se reposer uniquement sur les instructeurs russes de l'Africa Corps ou aller au-delà? Et bon, vous savez, et ça c'est un exemple même que je donne du Togo, le président du Conseil dit que la victoire contre ces nouveaux phénomènes, cette nouvelle menace
n'est pas que militaire. Elle doit être aussi, donc, elle doit passer aussi par le dialogue. Parce que quand on parle de djihadistes terroristes, c'est aussi des Maliens. Ce sont des Maliens, les jeunes, la jeunesse malienne, qui est recrutée par ces groupes-là. Ça veut dire qu'en amont, il y a un problème. C'est un problème d'abord d'inégalité, d'inégalité sociale, d'inégalité des chances devant donc, les opportunités. C'est un problème donc, de faim, de manque d'opportunités. Et il ne faut pas seulement donc, vouloir une victoire militaire parce que ça n'arrivera pas automatiquement. Il faut aussi chercher les causes de cette rébellion, que je qualifie de rébellion, donc, et pouvoir agir sur ces causes. Et sans nous jeter des fleurs, je crois que le Togo tient le bon bout parce que nous aussi, nous faisons face à des menaces dans la partie nord du pays et le Togo est en train de travailler sur ces terrains, est en train donc de multiplier des projets. Le projet, je suis en train d'oublier, mais il y a de grands projets dans le nord du pays. Et moi, je viens donc de la région des Savanes. Il y a quelques jours que je viens de là et j'ai vu des changements qui sont intéressants. Et il faut aussi agir sur ça et donner des opportunités à la jeunesse et donner donc du travail à la jeunesse, occuper cette jeunesse-là et leur permettre de pouvoir rejeter les offres de ces groupes organisés. Alors, pour Emma, est-ce que l'usage des motos d'obus de neurones kamikazes par des groupes armés modifie donc la doctrine des FAMA aujourd'hui par rapport à leur mobilité? Non, je crois que les djihadistes utilisaient déjà les motos depuis longtemps. Ce n'est pas maintenant qu'ils ont commencé par les utiliser. C'est à travers les motos et autres qu'ils arrivaient à atteindre l'adversaire. C'est tout à fait et justement, on l'a toujours dit, les djihadistes utilisent des motos, les FAMA roulent dans des pick-up. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, les forces armées maliennes ont changé de doctrine de défense? Non, elles peuvent changer, mais peut-être que nous, on peut ne pas avoir connaissance parce qu'elles peuvent décider de ne pas communiquer. Toujours est-il, le fait de pouvoir avoir des victoires, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a changé dans la manière de combattre. Mais je pense que nous sommes en train de parler, nous oublions une chose. C'est vrai, les confrères ont dit quelque chose, je voudrais ajouter par rapport aux causes du terrorisme et autres. N'oubliez pas que ces zones, le Mali, le Burkina, le Niger, ce sont zones qui sont convoitées par des puissances. Et il faut ajouter à cela le fait qu'il y a la pauvreté, mais le fait que ces puissances également surfent sur cette situation pour pouvoir semer un peu la zizanie, même pas un peu, pour pouvoir semer la zizanie au sein de ces populations-là et tirer profit. Nous savons comment est-ce que le MNA est né, nous savons comment est-ce que ce mouvement est né. Aujourd'hui, on parle du FLA. Oui, le FLA. Nous savons comment est-ce que les gens travaillent, certaines puissances travaillent pour pouvoir amener les djihadistes et ce mouvement à se retrouver, combattre, aller jusqu'à la capitale. Pourquoi? C'est justement parce qu'il faut déstabiliser les pouvoirs aujourd'hui en place et pour pouvoir permettre à elles, je parle des puissances, de pouvoir tirer profit ou bien d'atteindre leur objectif. Donc tout ça là, c'est mélangé. C'est pourquoi ce n'est pas facile en réalité à l'armée malienne de pouvoir venir à bout de ce phénomène parce que eux aussi ils ont des appuis. On parlait tout à l'heure de la guerre informationnelle, on parlait tout à l'heure du renseignement. Vous ne pouvez pas imaginer les renseignements que ces djihadistes ont de la part de certaines puissances pour pouvoir déstabiliser. Vous avez vu l'attaque qui malheureusement a conduit le colonel, le général Sadio Camara, paix à son âme. L'attaque, ça a été coordonné et c'est le renseignement qui a travaillé. Pas que le renseignement des djihadistes, mais le renseignement des puissances étrangères. Ça veut dire que ce n'est pas facile aujourd'hui pour le Mali, mais on espère, je l'ai dit tantôt, on espère qu'avec la collaboration, avec l'idée de faire en sorte que cette zone, je parle de l'AES, ne puisse pas s'embraser, l'unité va quand même prévaloir pour permettre quand même
de pouvoir amener la stabilité dans ce. Sinon, ça ne serait pas facile parce que les djihadistes et tous ceux que nous sommes en train de citer qui attaquent le Mali sont également soutenus par des puissances étrangères. Alors, vraiment, la fin des accords d'Alger et l'option militaire suffisent donc pour vous à stabiliser le nord du Mali, ou est-ce que le dialogue intermalien reste incontournable? Non, le dialogue reste incontournable. Le dialogue reste incontournable. On finira, même si il y a des critiquements de balles, on finira par se retrouver un jour à la table des négociations pour en discuter. Et je pense que les autorités maliennes également, les autorités actuelles doivent réfléchir et penser à une telle option. Penser à une telle option pour voir avec qui nous allons discuter. Mais rester vigilant. Rester vigilant. Quand je dis rester vigilant, oui, c'est capital. Parce qu'il y a des inquiétudes sur les ficelles, j'insiste là-dessus. Mais les autorités maliennes doivent rester vigilants. Mais il faut quand même qu'ils se retrouvent autour d'une table de discussion, voir qu'est-ce qu'il y a de faire à un moment donné. Parce que nous sommes en train de constater que ça va s'allonger, ça, il n'y a rien à faire. Maintenant, lorsque ça va s'allonger, je parle de cette guerre, il faudrait discuter et voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour que rapprocher les points de vue et permettre au moins aux populations maliennes de respirer un temps soit peu. Credo, non, est-ce que vous espérez voir le Mali discuter à nouveau avec les sécessionnistes de l'Azawad et peut-être avec les terroristes du Djinim? Non, comme l'ont dit les deux confrères, donc je crois que ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu ce genre de discussion, de dialogue, parce qu'aujourd'hui le Mali fait face à une forte insécurité. Instabilité sécuritaire. Donc, c'est vrai, il y a les combats sur le terrain, mais lorsqu'il y aura cette opportunité de prendre langue avec l'adversaire, donc il faut s'armer de courage pour aller le faire. C'est vrai également, dans une autre mesure, que l'adversaire qui est ce groupe terroriste entend prendre possession de Bamako. Est-ce que les nouvelles autorités vont privilégier le dialogue ou bien défendre leur pouvoir? Donc, dans la logique actuelle, donc, il faudrait... c'est un rapport de force qui est établi entre les groupes de terroristes et les forces armées maliennes. Donc, il va falloir que les forces armées maliennes redoublent de vigilance. Et je crois que s'il faut gagner cette lutte-là, outre l'aspect communicationnel qui pèserait juste avec 40% dans la balance, mais il faut les réalités du terrain, le combat sur le terrain. Et c'est là où il faut se baser sur les renseignements intérieurs et les renseignements extérieurs. Vous allez me demander pourquoi les renseignements extérieurs? Parce que les groupes terroristes aussi l'emploient beaucoup plus par rapport à leurs parrains dont parlait tout de suite Tchabouré.